Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que l'on entend souvent parler des Kurdes en ce moment. Il s'agit de Kurdes. Les Kurdes, 40 millions de Kurdes. Le territoire où sont les Kurdes. Mais au fond, on ne connaît que très peu l'histoire de ce peuple, alors que ces derniers existent depuis près de 3 millénaires. Alors dans ce nouvel épisode de l'Agora, le podcast où l'on discute à l'accoutumée de l'Antiquité grecque, nous souhaiterions vous faire découvrir ce qui se cache réellement derrière ce peuple. Écoutez, je propose donc qu'on commence. Peut-être tout d'abord avec l'origine du terme kurde en soi, parce qu'on avait décidé de parler d'abord du mot kurde. Et donc, à mon avis, l'origine, elle doit être aussi essentielle pour comprendre l'évolution de cette population. Alors donc, Werner Riboulot, quelles sont les origines ethno-linguistiques de la kurdité, on peut dire, c'est à lancer le mot, ou la kurditude, selon certains, un point de vue différent. Hein. Alors on se retrouve dans les mots du Caucase méridional. Déjà, le Caucase, c'est un des points névralgiques de la planète. Du plus loin qu'on puisse avoir des documents et se mettre à essayer de comprendre l'histoire, à la démêler, lorsqu'elle est un sac de nœuds, eh bien, on pense fatalement, entre autres, au Caucase. Bon, pas la peine d'illustrer longuement ce que je viens de dire là, je crois qu'on a tous des exemples à foison qui nous viennent à l'esprit. Donc on est dans les monts, des montagnes. Des monts, des montagnes, pas des collines. Celles du Taurus et du Zagros. Ça aussi, c'est un élément que j'estime très intéressant pour commencer à essayer de comprendre. Alors la première mention du mot, du nom de Kurde, que je prononce là à la française, on va la trouver sur une petite tablette d'argile, cunéiforme, donc on se retrouve entre le Tigre et l'Euphrate, entre les deux fleuves, en Mésopotamie, au 3e millénaire. Donc, ça c'est très intéressant, sumérien, c'est le pays, la terre de Karda, au sud du lac de Van. Alors, il faudrait, évidemment, on n'est pas à la télévision, mais avoir une carte sous les yeux. Hein, le lac de Van, que l'on peut situer dans ce qu'on appelait dans l'Antiquité, en tout cas, l'Arménie orientale, sur le haut cours de l'Euphrate, avec un élément ethnique intéressant, qui est celui des Kourtchos, et qui sont des montagnards. Alors, les montagnards, c'est une identité. On va pas parler ici des Vosgiens, ou des Savoyards, des ramoneurs savoyards, de glorieuse réputation au XVIIIe siècle surtout. Soyons joyeux en ce début d'année, n'est-ce pas? La chanson des petits Savoyards, oui, non, bon, c'est pas tout à fait ça, mais les montagnards ont un caractère assez fort. Si, puisqu'on parle de l'Antiquité grecque, on se reporte comme référence à l'Attique, hein, il y a les Diacriens, par rapport aux gens de la paralysie, c'est-à-dire de la côte, les marins, pêcheurs, ces gens-là très ouverts. Et puis aux gens de la plaine, les Pédiens, il y a les Diacriens, et les montagnards se caractérisent par leur traditionnalisme. Ils se cramponnent à leur identité qu'ils pensent souvent être menacée. Alors,
Est-ce un fantasme ou non? Mm. Pour les Kurdes, je pense pas qu'on puisse dire que les menaces qui pèsent sur ce peuple relèvent du fantasme. Mm. Mais il y a donc chez le montagnard quelque chose de pas de frileux, parce qu'ils sont plutôt aguerris contre le froid, mais des gens qui tiennent à leur identité. Hein, parce qu'ils sont peut-être, ils ont de la hauteur, ils sont à distance, ils sont peut-être à l'écart. Au tournant du deuxième et du premier, parce qu'on était au troisième millénaire avant, ça remonte quand même, 3 plus 2, 5000 ou 4500 ans en arrière. Ça n'est pas rien. Mais au tournant du deuxième et du premier millénaire, avant notre ère, on dispose de documents assyriens qui portent mention de ce nom de Kurti, également situé dans la région qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le lac de Van, V-A-N. Alors, le mot nous fait remonter au bronze, et assurément au bronze moyen, donc 1600, 1400, 1350 avant, de façon certaine et attestée. Et là, on a, je vais la faire rapide, 3 hypothèses qui se concurrencent. On a un Karduk, Karda, comme toponyme, cette fois-ci, du haut bassin du Tigre et de l'Euphrate. Et là, on est exactement dans la zone où se déroulent les épisodes concernés de l'anabase de Xénophon. On va y revenir tout à l'heure. Ça correspond à la région district déterminée administrativement par la suite, qu'on appelle Kordienne ou Kordjaik ou Kardjuk. Alors, les prononciations sont très variables selon les dialectes, parce qu'on est vraiment dans ce carrefour du monde, ce point nodal au sud du Caucase, dans une mosaïque dialectale. Voilà. Et donc, chaque mot peut être proféré, prononcé de 2, 3, 4, 5, 6 façons différentes. Alors ça, c'est déjà une première hypothèse. Ensuite, si l'on va après Xénophon, un peu plus tard, avec, on va dire, Polybe, et deuxième et avant, et troisième, deuxième avant, et ensuite Strabon, premier avant, on a les Kurti. Alors vous allez dire, mais c'est la même chose, on joue sur les mots. Oui, on joue sur les mots. Et ça correspond exactement, et ça illustre ce qu'on vient de dire, les Kurti. Mais alors là, il s'agit donc d'une tribu désignée comme Mède. Alors, un peuple, donc, au nord-ouest de l'actuel Iran. Et cette Médie, on est là, par exemple, en 1200 avant notre ère, dans la région de Ramadan. Ramadan, pas de rapport avec le nom, enfin à ma connaissance en tout cas, avec le nom du 9e mois de l'hégire, qui donne son nom à la période de jeûne, qui correspond à la période de jeûne, et qui a donné également le Ramdam. On referme la parenthèse. Avec comme capitale de la Médie, Ecbatane, que l'on croise dans les textes antiques. Et donc, à cette époque-là, et dans ce cadre-là, le mot kurde devient véritablement un ethnonyme, le nom d'un peuple, Kurt, qui désigne, qui signifie nomade. Est-ce à dire qu'ils sont tous nomades et continuellement nomades? Non, en réalité. Si on les regarde d'un peu plus près, il y a du nomadisme, mais ils sont capables de sédentarité, et lorsqu'ils se sédentarisent, s'ils se retrouvent sous la menace, une quelconque menace, eh bien, ils sont capables de reprendre, mais instantanément. Et c'est ça qui est assez impressionnant, la route. Voilà. Donc, nomade, kurt, dans la langue Pahlavi, Pellevi. Alors là encore, les moutures sont variables, mais qui, Pahlavi, puisqu'on aime bien ici dans cette émission s'intéresser à l'histoire des mots, qui est une dérivation de notre
forme francisée, les Parthes, le peuple des Parthes, donc très à l'est, hein, eh bien, le R, liquide, devenant L, et donc, et le TH correspondant à une aspirée, ça devient effectivement Pallav, Pellev, Pallavi, Pellevi. Donc ça me paraît très intéressant comme ethnonyme, et à partir de l'invasion musulmane de ces terres, c'est-à-dire officiellement 651, on va dire, bon allez, 7e siècle, hein, l'invasion musulmane va provoquer des départs, des migrations, dont, je le dis pour donner un exemple assez frappant, celui la migration de cet élément ethnique que l'on va retrouver en Inde, dans la personne de ce qu'on appelle les Parsis. Et les Parsis zoroastriens, on va parler en 2 mots tout à l'heure de la religion, hein, eh bien, de l'Inde, ont pour origine, ou auraient pour origine, moi je n'y étais pas personnellement, hein, d'après les sources dont on peut disposer, une origine du côté des Kurdes. Donc ça c'est impressionnant, c'est un élément ethnique qui va avoir une diaspora et que l'on n'arrive pas à éteindre. Voilà, ça déjà on avance dans notre vision. Alors très rapidement, 3e et dernière hypothèse, et Werner, je vous laisserai parler un petit peu. Les Khourites ou Chourites, hein, au sud du Caucase, donc qui auraient émigré il y a fort longtemps, et là on reviendrait au 3e millénaire avant notre ère, hein, vers la région en Syrie aujourd'hui Ebla, 60 km au sud d'Alep, hein, à un point très stratégique qu'ils avaient bien repéré, et qui existe toujours et qui a son importance stratégique. On le voit dans le conflit syrien depuis de trop longues années aujourd'hui, hein, en 2020, position stratégique sur la bifurcation de la route vers Latakia. Hein. Donc, et là, on va avoir affaire pour la première fois à ce qu'on a appelé le Kurdistan, qui est une province qui a été créée, c'est aussi intéressant à remarquer, par un sultan turc qui, Seldjoukide, de la dynastie Seldjoukide, qui s'appelle Sanjar, vers l'an 1150, donc 12e siècle, apparaît le mot de Kurdistan, mais qui ne correspond qu'à la partie méridionale du Kurdistan ethnique, ou ethno-linguistique. Voilà. Pour parenthèse, Kurdistan, Stan, c'est une racine qui nous intéresse, nous, les hellénistes aussi, mais pas seulement les hellénistes, parce que nous l'avons, cette racine sté ou sta, dans hystémie, chère à tous les hellénistes d'Hippocate, de Cagnes ou des universités, et qui donne en persan stan, donc qui signifie le pays, la terre, ce qui est fixé. Alors, s'agissant du Kurdistan, on connaît la difficulté qu'il y aura à fixer des frontières, et ce problème est loin d'être résolu aujourd'hui, où il se voit même envenimer le Pakistan, la terre des Purs, par exemple. Hein, cette racine qui donne stand, un stand, stand, stehen, Stadt, station, Stafmos, station. On va s'arrêter là, quoi. Hein, voilà. Pour ce qui est du mot, mais qui en dit déjà tellement long sur peut-être un caractère. Là, il y a quelque chose. Moi, je suis déjà assez intrigué parce qu'on voit déjà, parce qu'il y a un côté très restreint par les montagnes de cette population, et surtout un côté très enclavé de leur situation géographique, mais en même temps, ce nomadisme qui se disperse. Et donc, on a une sorte de double facette de leur rapport à l'espace.
Mais ce rapport de nomadisme, il doit avoir un impact culturel. J'entends sur les croyances, les religions, les langues, en fonction des rencontres qu'ils font, et même des peuples peut-être qui les menacent. Qu'est-ce qu'il en est réellement, Charles-Frédéric Schmitzberger? Oui, alors évidemment, votre question ne manque pas de pertinence, Werner, euh, parce que qui dit mobilité, nomadisme, mobilité dit contact au pluriel, et là, tout se joue au gré de l'ouverture, du degré d'ouverture d'esprit de ces populations. Et effectivement, elles vont montrer à la fois un esprit d'ouverture, une aptitude à une adaptabilité, si on peut dire, et en même temps une persistance dans le maintien, la conservation, la préservation face aux diverses menaces d'une identité. Hein. Et, alors, la langue kurde est une langue indo-européenne. On ne va pas ouvrir le grand débat, qu'est-ce que l'indo-européen, est-ce une fiction ou non? Il y a quand même des traces qui existent sur la base desquelles on peut réfléchir un minimum. Ça touche actuellement entre 30 et 40 millions d'individus. Alors, on fait le grand écart entre l'Antiquité et l'actualité de 2020. Statistiquement, numériquement en tout cas. Ce qui me frappe dans la question de la langue kurde, c'est le pluralisme linguistique. C'est-à-dire que nous avons affaire à des dialectes, on a déjà laissé entendre auparavant, dans un groupe de langues iraniennes, de dialectes qui s'enchevêtrent, qui s'imbriquent, qui se superposent, qui se contaminent, et avec l'utilisation d'alphabets qui peuvent être aussi bien latins qu'arabes. Et ces dialectes étant... alors, il y en a un certain nombre. Celui qui se répartit sur les 4 pays aujourd'hui, essentiellement, je dis bien aujourd'hui, parce que dans les siècles passés, ils étaient plus nombreux. Il y avait l'Azerbaïdjan, il y avait l'Afghanistan. Bon. Mais aujourd'hui, essentiellement, Turquie, Iran, Irak, Syrie. Et là, on a un élément linguistique, dialectal, le kurmanji, qui s'étend sur ces 4 pays-là. Ensuite, on a, sur le Kurdistan méridional, le Sorani. On a sur l'Iran et l'Irak, le Gorani. Dans la région de Bakhtiar, en Iran, on a le Lori. Dans la région de Ramadan, Ilham, en Iran aussi, on a l'Aki. Et un élément qui pose problème, qui offre des hypothèses qui sont toutes contestées, qui est le Zazaki, alors en Turquie, région de Diyarbakir, dont on parle malheureusement, enfin plutôt à propos de conflits armés sanglants ces derniers temps, Dersim, et qui compterait actuellement quelques 1 700 000 locuteurs. Voilà, bon, que le kurde concerne le Zazaki, ou que le Zazaki concerne le kurde, a été contesté il y a déjà un certain temps. N'entrons pas dans ces détails et dans ces finasseries. Mais bon, il existe quand même une hypothèse selon laquelle il s'agirait bien là d'un dialecte appartenant aux langues kurdes, kurmanchi, dont on a parlé au début de ce petit catalogue très succinct. Voilà. Bon, alors, une conclusion partielle, d'étape dans notre conversation d'aujourd'hui,
c'est que linguistiquement, la question confirme la complexité de la question. C'est un millefeuille, à croire que les Kurdes aiment bien le millefeuille, et pas seulement tante Georgette. Après avoir vu la pluralité des langues, j'aimerais quand même bien voir avec vous la forme des rites et des croyances religieuses qu'a cette population. Quelles sont-elles réellement durant l'Antiquité? Il existe une religion populaire, c'est celle qui nous intéresse toujours, celle qui est partagée par tout un peuple, ou par la majorité de ce peuple, mystique, qui s'organise autour de confréries. Ce qui frappe, c'est la persistance des rites traditionnels pré-islamiques, même encore aujourd'hui. Donc, d'avant la conquête islamique du 7e siècle qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui me frappe dans cette religion, c'est, là encore, parce qu'on construit le portrait du Kurde, là, progressivement, une remarquable faculté d'adaptation à l'islam, notamment, mais selon des dosages originaux en marge de l'islam sunnite. Donc, une formule un peu spécifique. Ensuite, c'est la permanence d'un fond mystique dont les origines remontent, comme on dit, à la nuit des temps. Haute Antiquité. Depuis le début, là encore, on a un fil rouge, c'est la haute Antiquité, la très haute Antiquité du peuple kurde. Sur ce terreau, on va avoir, au fil des millénaires, jusqu'à nos jours, une cohabitation de toutes obédiences. Alors si on parle du catholique, syriaque orthodoxe, église assyrienne orientale, chaldéenne, catholique, arménien, musulman chiite, etc., etc. Donc quelque chose vraiment de mosaïqué, une fois de plus. Ce que je vais montrer par là, c'est que l'hétérodoxie, me semble-t-il, chez les Kurdes, n'est pas une hérésie. Et ça ne manque, me semble-t-il, pas complètement d'intérêt. Voilà. On y constate une plus grande souplesse que dans le reste du monde musulman, où la vie se cristallise autour de traditions juridiques qui laissent plus ou moins de place au libre arbitre individuel. Je n'entre pas dans le détail entre les écoles hanafites, chafiites, malikites, hanbalistes, etc. Mais toujours ce même constat. Voilà. Bon, on a été rapide sur la question des croyances. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait cette population dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner, il serait sans doute intéressant de voir ce qui était dit des Kurdes par les autres populations. Quels ont été les témoignages que l'on a eus durant l'Antiquité grecque, bien sûr, cela va de soi. On a évoqué Xénophon, à la base, qui raconte donc l'aventure, l'expédition des 10 000. Je vais pas réexpliquer ce qu'est cette expédition des 10 000, je crois qu'il est assez facile de s'en souvenir ou de se documenter sur son scénario. On est en 401 avant notre ère, et nous remontons de Cunaxa, en Babylonie, vers le nord, et plus particulièrement le pays des Macrons. Les Macrons, nous explique Xénophon, cherchent à nous empêcher, nous, les membres de ce corps expéditionnaire, nous empêcher à franchir un obstacle. Et je le traduis comme cela, dépoté, et Xénophon nous dit ceci: les Macrons, avec des boucliers d'osier, des piques, des saillons en poil de chèvre, se tenaient alignés sur la berge opposée où il fallait aborder. Les Macrons s'encourageaient mutuellement, nous lançaient des pierres qui manquaient leur cible, inefficaces, des pierres qui tombaient à l'eau. Voilà un passage, donc, je ne sais pas si on peut lui conférer, je ne sais quel sens métaphorique. Mais bon, les Macrons occupent un territoire clé, ils ont l'intelligence
quelque nomades qu'ils soient, de choisir les territoires clés. On l'a déjà vu tout à l'heure avec 60 km, Ebla, Alep, Latakia. Un territoire clé, puisque c'est là que se joue le franchissement du Tigre. Il s'agit de tenir les sources du Tigre et de l'Euphrate. Enjeu géostratégique et économique majeur aujourd'hui, en 2020, après Jésus-Christ. Ils ont des voisins qui s'appellent les Arméniens, tantôt alliés, tantôt moins alliés, et ils connaissent et maîtrisent la métallurgie du bronze. D'accord ? Ils sont organisés en villages épars, avec des possibilités ménagées soigneusement par eux pour faciliter une fuite éventuelle dans les montagnes. Mobilité tactique oblige, être insaisissable. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'embuscade, de l'escarmouche, et s'il faut fuir, ça aussi, ça m'intéresse beaucoup, c'est toujours avec femmes et enfants. Pérenniser le peuple, pérenniser la souche. Et même quand ils sont égaillés dans les montagnes, leurs groupuscules prennent bien soin, grâce à des feux qui fonctionnent comme des signaux, bien soin de rester en vue les uns des autres pour une tactique concertée, et d'autant plus efficace. Une solidarité, c'est leur survie. Ils se défendent en utilisant les moyens du terrain, des pierres, en provoquant des éboulis, des avalanches et des flèches. Redoutables archers, et Xénophon le souligne, souligne ce caractère particulièrement redoutable de leur riposte, même, et peut-être surtout, quand ils sont attaqués à l'improviste. Il y a une réactivité absolument remarquable. Ils sont insubordonnés, ça les caractérise, leur insubordination. Ils n'obéissent pas au roi, écrit Xénophon, ou conclut des traités stratégiques très intelligemment avec les satrapes de l'Empire perse. Voilà, ils sont donc farouchement indépendants, et à la différence d'autres peuples voisins, comme le peuple des Calibes. Bon, le climat dans lequel ils vivent en hiver est particulièrement rigoureux. Alors ça illustre tout le passage de Xénophon dans l'Anabase, avec de la glace, de fortes chutes de neige qui provoquent des brûlures, des engelures, de la gangrène. Et il s'agit donc de s'aguerrir pour se protéger et survivre. On va essayer d'enterrer au maximum l'habitat, comme en Arménie d'ailleurs, juste à côté. En Arménie, c'est carrément de l'habitat troglodytique. Et on va ingérer en hiver des matières grasses pour tenir le coup. Du saindoux, de l'huile de sésame, d'amandes amères, de térébinthe, nous précise Xénophon dans l'Anabase 4.4. Voilà donc une population autochtone, aguerrie et habituée à pallier ces rigueurs climatiques. Voilà, donc si l'on ajoute foi à la théorie des climats d'Hérodote, d'Aristote jusqu'à Montesquieu, eh bien, on conçoit assez facilement que ces populations ont le moral et l'âme bien trempés. Voilà. Donc, c'est ce qui explique que des Kurdes vont s'illustrer dans l'histoire. On pourra finir là-dessus, si vous le souhaitez. La clepsydre nous pressant. Il y a eu des dynasties kurdes. Je n'en ferai pas le détail, évidemment, ici. Des dynasties kurdes, au XIe, XIIe siècle, XIIIe, XIVe, XVIIIe, XIXe siècle. Et tout au long de ces millénaires, il y a une légende kurde qui s'appelle, ça ne s'invente pas, la légende de Névrose, la légende de Névrose translittérée N-E-W-R-O-Z, qui est toujours très vivace aujourd'hui, en 2020, où l'on voit le personnage de Kawa libérer le peuple kurde de toute
tyrannie. Vous voyez donc combien ça nous intéresse. Et donc, je crois qu'on a pu quand même, malgré les difficultés que nous oppose la documentation historique, arriver à un certain nombre de caractéristiques. Et ces caractéristiques, et ce sera, je pense, notre conclusion pour aujourd'hui, elles peuvent, je crois, permettre de créer une sorte de portrait du Kurde. Même si on a déjà pu un peu l'établir durant tout cet entretien. Finalement, comment on pourrait le créer, ce portrait du Kurde antique? À quoi ressemble-t-il? Donc, l'exercice est acrobatique, mais c'est bien la raison pour laquelle nous sommes ici. Hein, on n'est quand même pas complètement ici pour enfoncer des portes ouvertes. Ce qu'on peut dire, en synthèse, c'est que les Kurdes se caractérisent par leur mobilité. Ils sont même, comment dirais-je, labiles, hein, comme les boules de mercure qui vous échappent et vous filent entre les doigts. Ils sont fuyants, mais pas au mauvais sens du terme, je crois. Ils sont insaisissables, se rendent insaisissables. Ensuite, si vous voulez, second point, c'est que sur cette base, ils sont d'autant plus consistants, je dis bien consistants, qu'ils sont vifs à réagir, résistants à toute botte écrasante. Et tout cela, c'est vrai, nous donne donc un portrait, je le répète, mosaïqué, éclaté, diraient certains, ou impressionniste, comme on le dit assez facilement. Je ne crois pas. Je crois au contraire qu'ils sont, non pas impressionnistes, mais qu'ils sont impressionnants, surtout. Impressionnants par leur personnalité. Ils sont l'image qui me vient à l'esprit, c'est ils sont le ressort qui, plus on l'écrase, plus se bande et s'arme. N'est-ce pas? Ça me semble être incontestable. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Cela veut dire que ça vous a un tant soit peu intéressé, et c'est tout ce que j'espérais. Si vous souhaitez proposer des sujets pour l'Agora, n'hésitez pas à le faire en commentaire de votre application de podcast préférée. Et je vous dis à très bientôt dans l'Agora.